Bonjour, je suis ici avec Frédéric Buzaré, le gestionnaire de l'échiquier Agressor Fonds, qui existe depuis 15 ans, plus que 15 ans. Et vous êtes venu à la tête de ce fonds en 2018, octobre 2018. Et qu'est-ce que vous avez fait au début pour changer la stratégie, le portefeuille, tout ça? J'ai revu toutes les positions existantes dans le portefeuille pour bien m'assurer qu'elles étaient en ligne avec l'ADN du fonds, qui est d'être mobile, contrariant et opportuniste. Ça, c'était le premier axe de travail. Le second axe, c'était d'avoir une plus grande diversification géographique et sectorielle. Agressor est un fonds de conviction. On a 35 positions dans le portefeuille et on peut concentrer le portefeuille de différentes manières. Donc on a décidé d'avoir un portefeuille toujours très concentré mais avec une composition géographique sectorielle différente. Depuis pratiquement un an, on a à peu près changé 75% du portefeuille. Et êtes-vous content de la performance depuis que vous êtes venu? La performance est en phase d'amélioration. Elle a été très volatile cette année. On a eu un très bon début d'année. On a reperdu un peu depuis le mois de septembre. Il faut reconnaître que cette année est une année qui n'est pas idéale pour un investissement contrariant. Le marché était extrêmement favorable aux valeurs de croissance, aux valeurs sans risque. Échiquier Agressor est un fonds qui cherche en permanence les meilleures opportunités. Donc c'est un fonds multistyle, mais qui était sous-exposé aux valeurs de croissance. Donc le portefeuille a fait bien mieux que les fonds value, mais n'a évidemment pas pu délivrer des performances similaires à celles des fonds croissance. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus le style de gestion, le style du portefeuille du fonds? Agressor n'a pas un style prédéfini, donc Agressor cherche en permanence les meilleurs opportuns investissements qu'on peut identifier pour le moyen terme. Aujourd'hui, nous avons un biais qui est value, même si nous sommes sous-exposés au secteur traditionnel value, que sont l'automobile, la banque, les médias. Nous pensons qu'il y aura une rotation sectorielle importante. On a vu les prémices de cette rotation. Il y a eu deux phases, en septembre et en octobre, qui ont été brèves mais violentes. Historiquement, les phases de rotation durent un peu plus longtemps. Et donc, si cette rotation venait à se matérialiser, on en profiterait pour vendre une bonne partie de notre exposition cyclique et value pour se positionner sur d'autres entreprises radicalement différentes. On ne peut pas préjuger à l'avance de ce que sera le biais de style d'Échiquier Agressor dans les prochains mois. Une chose est claire, c'est que le portefeuille est mobile et cherche en permanence à s'adapter. Parlons du portefeuille. Comment le portefeuille est composé pour l'instant? Le portefeuille est composé de 35 titres. On essaye, dans la mesure du possible, de regarder des sociétés qui ont amélioré leur modèle économique au cours des 3 dernières années et dont la performance boursière a été atone. C'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas forcément aujourd'hui regardées suffisamment par les investisseurs, dont les améliorations n'ont pas été reflétées dans les cours de bourse, mais qui présentent un gros potentiel d'amélioration. On cherche des sociétés où il y a un écart entre la perception et la réalité, et aujourd'hui on en trouve pas mal en Europe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités en Europe pour investir pour l'instant? Comme on a vu, les bourses ont très bien performé. Est-ce qu'il y a encore moyen de trouver des actions intéressantes? Il y a toujours des opportunités en Europe, quoi qu'on en dise, même si on a l'impression que l'Europe, c'est vrai, est toujours un peu compliquée par rapport à d'autres régions géographiques. Il y a beaucoup de volatilité en Europe, mais que généralement ces phases de volatilité sont des opportunités pour ceux qui savent être résilients et déterminés. Les marchés actions, vous avez raison, affichent une très belle performance depuis le début de l'année, mais avec un leadership de marché extrêmement binaire, extrêmement polarisé. La moitié des gains des indices européens sont expliqués par une poignée de titres qui sont tous concentrés à peu près dans un nombre limité de secteurs que sont le luxe, la santé, la technologie et la consommation non durable. Si on sort de ces secteurs, on peut trouver des opportunités qui vraiment seront intéressantes pour les 12 prochains mois. Et vous investissez dans quel secteur pour l'instant? Nous sommes investis dans tous les secteurs parce que nous essayons d'avoir une diversification sectorielle tout en étant concentrés en nombre de positions. Mais par exemple, nous sommes sous-exposés au secteur bancaire, nous sommes sous-exposés au secteur de l'énergie, nous sommes surexposés au secteur
des télécommunications. Donc nous avons une présence dans tous les secteurs, mais avec à chaque fois des paris sectoriels très forts. Nous avons réduit fortement notre exposition à la consommation non durable. Nous avons réduit notre exposition au secteur de la santé. Et nous avons aujourd'hui un biais cyclique qui est moins fort que celui qu'on serait prêt à avoir, mais qui est plus fort que celui de nos concurrents. Et quand vous achetez des actions, vous faites aussi de temps en temps du trading, alléger les positions, diminuer les positions? Tout à fait. L'avantage d'avoir un portefeuille très concentré, c'est qu'on peut, et sur des sociétés qu'on connaît extrêmement bien, ça nous donne la marge de manœuvre et la confiance pour faire du trading sur ces positions. Je vous donnerai un exemple, qui est la société de services informatiques Sopra. Quand je suis arrivé il y a un an, Sopra a fait un inversement sur le résultat. Le titre a fortement baissé à la fin 2018. On en a profité pour en acheter de façon significative. Le titre a fortement rebondi au mois de mars. On en a revendu, il a rebaissé au mois de juin, on en a racheté, revendu au mois d'août. Et donc typiquement aujourd'hui, on a 2,5% de Sopra dans le portefeuille. On en a eu jusqu'à 4,5%. Et on a fait de même sur Iliad, l'opérateur de télécommunications. Et quels sont vos favoris dans le fonds pour l'instant? Si on regarde aujourd'hui dans les principales positions, dans les 3 principales positions, on a Vodafone, Convatec et Elior, qui sont 3 sociétés qui n'ont rien à voir entre elles, à la fois une grande capitalisation qui est Vodafone, une petite capitalisation qui est Elior et une valeur moyenne qui est Convatec. 3 sociétés qui sont dans des phases de retournement de leur performance opérationnelle, qui sont pas des sociétés qui sont exposées à la macroéconomie mondiale, en tout cas beaucoup moins exposées que d'autres secteurs, sur lesquels il est en train de se passer des nouvelles. On a vu que Vodafone va mettre en bourse son activité de tour de télécommunication, à céder des actifs. Elior a réduit fortement sa dette en vendant son activité de concession pour se concentrer sur la restauration collective. Et Convatec a complètement changé son équipe de management. J'ai vu que UK est aussi très important dans votre fonds. Pourquoi? Vous n'avez pas peur du Brexit? Non, depuis le début, on trouve que le marché était trop pessimiste sur l'issue du Brexit, en tout cas au moins à court terme. On a effectivement 25% d'actions britanniques, mais il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni reste le principal marché actions en Europe. Historiquement, c'était 1/3 des indices européens. Aujourd'hui, c'est à peu près 1/4. Donc, on est globalement en ligne avec l'exposition de l'indice, mais on a une composition extrêmement différente de celles que peuvent avoir nos concurrents. On est sur des sociétés qui sont sous le radar des investisseurs, comme Balfour Beatty ou Drax, ou des sociétés dont l'issue, dont l'avenir n'est pas lié au Brexit. On pense qu'il y a un rebond à venir de la devise britannique, le sterling, qui a déjà commencé depuis les points bas du mois d'octobre. Et c'est un pays sur lequel il y a beaucoup d'activités de private equity. Cette année, on a eu 2 opérations de rachat de sociétés qu'on avait dans l'échiquier agresseur. Cobham et Merlin ont toutes les 2 été rachetées au mois de juin-juillet par des fonds de private equity. On voit depuis le début de l'année qu'il y a une activité record de rachat des sociétés britanniques par les fonds de private equity. Et on estime qu'on a d'autres sociétés dans le portefeuille qui pourraient connaître une issue similaire. Pourquoi un investisseur doit acheter votre fonds? C'est un portefeuille qui présente un fort potentiel d'appréciation dans les prochains mois. Il a 3 moteurs de performance. Premièrement, des situations spéciales de sociétés donc, qui pourraient se faire acheter, comme Cobham et Merlin. Notre exposition britannique, qui devrait s'apprécier avec l'amélioration de ce qui se passe autour du Brexit. Et le 3e facteur, c'est une rotation sectorielle et de style qui devrait être favorable au portefeuille. On a beaucoup de sociétés qui sont des sociétés originales qu'on ne trouve pas dans les autres portefeuilles. Et donc, l'échiquier agresseur a toute sa place dans le patrimoine d'un client qui cherche aujourd'hui à avoir un portefeuille plus équilibré, surtout pour des clients qui ont réussi à très bien gérer l'exposition en croissance depuis 3 ans. Et quelles sont les forces de votre maison mère? Je crois que la Financière de l'Échiquier est une maison pionnière dans la gestion de conviction. Cette maison a été créée en 91.
Elle était à l'époque une des premières boutiques de gestion à Paris à mettre au cœur de son activité la gestion de conviction, la connaissance des entreprises, la proximité avec les entreprises, et donc son ADN est vraiment la représentation de tout ce qu'on peut espérer quand on est un passionné de la gestion action comme je le suis. Et pour terminer, j'ai vu que la France fait mieux que l'Allemagne pour l'instant. Donc non seulement économiquement, mais aussi la bourse française fait mieux que l'Allemagne. Et donc comment ça se fait? Il y a des raisons macroéconomiques et des raisons microéconomiques. Alors la macroéconomie, ça va, ça vient. On a vu qu'il y avait eu à un moment des articles de presse qui disaient que l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe et qu'après c'était la France. Et maintenant, c'est de nouveau peut-être l'Allemagne, l'homme malade de l'Europe. Il faut voir que la structure économique allemande est extrêmement centrée sur tout ce qui est machine-outil, mais aussi automobile, donc très exposée à la globalisation. Quand vous voyez la composition du CAC 40, elle est très différente de celle du DAX. Et clairement, cette année, LVMH et L'Oréal ont très fortement soutenu la performance du CAC 40, surtout LVMH. Et on voit que dans la compétition économique mondiale, être aujourd'hui sur du luxe et de la consommation des produits de beauté est beaucoup plus approprié que vendre des voitures au diesel, qui était un peu le modèle économique de Deutschland AG. Il manque à l'Allemagne cruellement dans ses indices des sociétés comme LVMH et L'Oréal. Il y a Beiersdorf, et le poids de Beiersdorf n'a rien à voir avec celui d'LVMH et de L'Oréal. Ok, merci Monsieur Buzari pour votre temps. Merci.